Mes amis, bien le bonjour. Je me suis réveillé ce matin avec plein de messages me faisant suivre un article du Parisien, le journal français, qui a écrit un article sur ce livre. Ils ont dit: on a lu le best-seller complotiste, on n'a jamais marché sur la Lune et on peine à croire qu'on puisse y croire. Alors, j'ai lu l'article. Franchement, j'aimerais quand même saluer celui qui l'a écrit parce que il y a une certaine dignité journalistique. C'est pas un article qui cherche à taper en dessous de la ceinture. Et je comprends que les gens, parfois, quand il y a des sortes de vérités assénées par la propagande pendant trop longtemps, et puis que soudain quelqu'un vienne remettre ça en cause, je peux comprendre que ça dérange. Voilà. Ça, c'est. J'aimerais vous parler de cette histoire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler du Cabernet Sauvignon du 19e siècle. Vous savez, dans les années 1800, ce qui s'est passé, c'est que, en France, et en Europe en général, les plants de Cabernet Sauvignon ont été frappés par un parasite qui les a totalement décimés. Heureusement, qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient offert des plants de Cabernet Sauvignon aux États-Unis, précédemment. Et qu'aux États-Unis, ces plants étaient devenus résistants à ce parasite. Et donc, les Américains ont envoyé de grandes quantités de plants vers l'Europe. Autrement, aujourd'hui, l'Europe serait en train de boire de l'eau minérale et du jus d'orange. Alors, le Cabernet Sauvignon américain a sauvé le Cabernet Sauvignon européen, alors qu'à l'origine, il venait du même d'Europe. Je vous raconte une histoire. Moi, je viens d'Afrique. Et parmi les plans des Européens, c'est qu'ils sont venus nous apprendre, entre autres choses, la science, parce que nous, on était plus dans la religion, n'est-ce pas? Ils sont venus nous apprendre la science, et parmi ce qu'on a appris, c'est le doute, c'est le scepticisme. Donc, juste pour corriger un mot dans l'article, je ne suis pas complotiste, je ne complote pas, je ne complote contre personne, mais je suis quelqu'un d'un naturel sceptique. Et je suis sceptique sur tout, y compris sur moi-même. Ça signifie, moi, je n'assène pas des certitudes. Tenez, je vous donne un petit exercice. Franchement, un exercice excellent que je vous demande de faire, s'il vous plaît. Faites-le parce que ça vous aide. Je le fais personnellement. Prenez une position quelconque, peu importe, que vous soutenez, une position politique. Mettons que vous êtes de gauche ou de droite, ça n'a aucune importance. Ou que vous êtes pour ou tel projet, que vous êtes pour ou contre les réformes de retraite, ça n'a aucune importance. Prenez un sujet. Et je vous invite, avec vos amis, dans votre famille, tout ça, ou avec vous-même seulement, de défendre la position inverse. Je ne vous demande pas de changer de position. Je vous demande juste de défendre la position inverse. C'est un exercice d'agilité mentale extrêmement puissant, mes amis. Je vous assure que vous allez vieillir beaucoup moins vite, vous allez libérer vos neurones en défendant la position inverse. Tentez de le faire, c'est très intéressant. Donc, personnellement, bien entendu, je respecte beaucoup la NASA. Quand j'étais enfant, j'avais un t-shirt avec le logo de la NASA et je peux vous dire que j'ai même des amis américains. Néanmoins, comme beaucoup de gens, je regarde tout ce qui émane, ou je considère tout ce qui émane depuis le régime américain avec une certaine circonspection. Tout simplement, trop de mensonges tue le mensonge. Ils nous ont habitués à mentir. Moi, je suis de la génération qui a vu Colin Powell devant le Conseil de sécurité de l'ONU, fiole d'anthrax à la main, disant que Saddam est en train de développer des armes de destruction massive et qu'il ne s'arrêtera pas tant qu'on ne l'arrêtera pas nous-mêmes. Manu militari. Les milliards ont été engloutis par le complexe militaire industriel, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que même aux Parisiens, ils en conviennent. Ils conviennent aussi. Ils disent, il a cité comment on dit ça? Des scandales avérés. Comme le Dieselgate, oui, j'ai cité le Dieselgate, c'était pour montrer qu'on peut mentir beaucoup, qu'on peut mentir grand et pendant longtemps, et qu'on reste sous le radar. Par exemple, quand Volkswagen et d'autres compagnies ont commencé à créer des systèmes et installer des systèmes de triche sur les émissions, ils l'ont fait pendant de longues années, ils l'ont fait sur des millions de véhicules, personne n'a rien vu. Donc les
entreprises mentent, les États mentent. Les États américains ont menti, par exemple, sur, je vous l'ai dit, sur l'histoire du golfe du Tonkin, pour créer une guerre de toutes pièces au Vietnam. Donc, quand il s'agit de traiter, on va dire, quand il s'agit de traiter ce qui vient du régime américain, je fais très gaffe. Et en réalité, c'est pas une posture anti-américaine, parce que je suis pareil sur ce qui vient des Russes, sur ce qui vient du régime français, tout ça. Je suis, voilà, d'un naturel sceptique. C'est tout. Autre chose. Autre chose, mes amis. Alors, certains mensonges ont été maintes fois débunkés, n'est-ce pas? Prenons le grand classique de la théorie complotiste lunaire avancée dans l'ouvrage. Il dit: malgré les importantes avancées technologiques, cette prouesse n'a jamais été répétée. Faux d'après Neil Armstrong, une dizaine d'astronautes ont foulé notre satellite. La NASA pourrait reproduire ce qui a été fait en 1969, mais développer de nouveaux vaisseaux spatiaux et des systèmes répondant aux normes modernes de sécurité et d'efficacité prend du temps et des ressources que nous avions à l'époque, du temps que nous avions à l'époque. En 1969, on s'amusait d'un rien. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons TikTok. Voilà, on a des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Alors, ce qu'ils font, c'est que par une sorte de maladresse, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai recommandé l'exercice au début, c'est qu'ils me donnent raison, d'accord? Ils me donnent raison sans le faire exprès. C'est-à-dire que là, il dit, non, Aldocéron se trompe, cette prouesse d'aller sur la Lune a été répétée. Il n'y a pas eu qu'Apollo 11, c'est ce qu'ils cherchent à me dire, pourtant je parle de toutes les missions dans le livre, mais bon. Ils disent, Apollo 11 a été répété, parce que effectivement il y a eu Apollo 12 par exemple. Apollo 11 c'était en juillet, et on a eu Apollo 12 en novembre. Donc ça a été répété, Aldocéron, tu te gourres. Et c'est pour ça qu'il est très important de travailler toujours la version opposée à ce qu'on pense, parce que là par exemple, il me donne des points faciles. Là par exemple, le journaliste, vous voyez, il me donne sur un plateau d'argent, l'argument contraire. Je vous raconte. Je vais vous dire un truc. Apollo 11, la première fois, le premier pas sur la Lune, n'est-ce pas? C'était en juillet, n'est-ce pas? Apollo 12, dont personne n'a presque entendu parler, parce que à l'époque, c'était une sorte de... Les États-Unis étaient rentrés dans le voyage interplanétaire, et c'était devenu la routine de tous les jours des Américains sur la Lune. Bon, ma foi, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas me faire un direct à chaque fois qu'il y a des Américains sur la Lune. Apollo 12, c'était en novembre. Entre Apollo 11 et Apollo 12, il y a eu 3 mois et 29 jours. Même pas 4 mois. Oui. Et je le dis dans le livre. En fait, c'était tellement banal à l'époque d'aller sur la Lune qu'ils pouvaient faire 2 missions habitées sur la Lune en moins de 4 mois. Le paragraphe dit, il pourrait aujourd'hui, la NASA pourrait reproduire ce qui a été fait en 1969. Alors moi, je leur donne un autre défi, plus facile que la Lune. En juin 2024, ils ont envoyé une nana, Sunita Williams, et un gars. Ils les ont envoyés pour aller sur la station orbitale à 400 km au-dessus de nos têtes. On ne parle pas de Lune, en restant dans le consensuel, n'est-ce pas? 400 km au-dessus de nos têtes. D'accord. Ils sont partis dans un module qui a commencé à déconner. Comment recommencer, n'est-ce pas? Ils sont coincés jusqu'à maintenant. Et la prochaine fois qu'on propose, n'est-ce pas, d'aller les chercher, c'est en février 2025. Pour aller en orbite basse de la Terre, en 2024, avec les moyens qu'ils ont, juin à février, dans une situation qui est très urgente. Je vous dis entre nous, Sunita Williams, elle va morfler grave, vraiment grave. Je vous dis pourquoi. Vous savez, la dame, elle a 59 ans. Elle n'est pas vieille à 59 ans. Mais elle est peut-être un peu trop âgée pour batifoler en orbite. C'est très physique, batifoler en orbite. Il y a des pertes de masse osseuse, il y a des pertes de masse musculaire, n'est-ce pas? Donc, les médecins qui ont autorisé Sunita Williams à partir dans l'espace, à son âge qui est canonique pour
l'exploration spatiale, encore une fois, on se comprend. Eh bien, ils lui ont permis d'aller pour une semaine. Ils se sont dit, l'un dans l'autre, une bonne semaine, n'est-ce pas? C'est plus d'une semaine, c'est je crois 9-10 jours. Voilà, une bonne semaine, ça va. S'il s'agissait qu'elle parte dans l'espace pour 1 an, ou pour un contrat à durée indéterminée, comme on dit, là, effectivement, c'est autre chose. Là, les médecins n'auraient probablement pas donné leur aval. Elle est coincée, encore dans l'espace, à la veille de ses 60 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle pourra marcher quand elle reviendra? Est-ce que sa santé risque de se dégrader? Et elle peut même, peut-être, y laisser sa santé, voire même la vie dans cette aventure. Voilà. On a une histoire de vie ou de mort. Okay? Dans une histoire de vie ou de mort, à 400 km au-dessus de nos têtes, ils sont incapables, aujourd'hui, en 2024, d'aller chercher cette personne. Okay? En 1969, ils pouvaient, en 3 mois et 29 jours, aller sur la Lune 2 fois. Okay? Donc, comprenez donc, cet argument qui a été utilisé dans le journal, c'est une maladresse. Hein, c'est une maladresse, parce que là il m'a donné carrément voilà, il m'a donné un grand boulevard là. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, faites gaffe et tentez de défendre la version opposée. Et moi, je peux vous dire un truc. Des fois, ce que je fais à la maison, je m'entraîne à défendre le contraire. Et je peux vous dire, et c'est pour ça que j'ai des fois un peu de peine pour les témoins d'Apollo, hein, pour les gens qui croient en Apollo. Parce que, pour être honnête avec vous, même quand je me projette dans l'inverse et je commence à vouloir défendre Apollo, c'est très dur. Je peux plus facilement vous défendre le fait d'être végétarien. Je suis pas végétarien. Mais je peux vous dire, allez, bon, à partir de maintenant, voilà, pourquoi être végétarien, c'est bien. Et je peux vous raconter plein de choses là-dessus. Mais, défendre le fait qu'ils ont été sur la Lune, franchement, c'est dur. Et je peux comprendre le journaliste, je peux le comprendre. Hein. Il n'y a pas... Et là, si tu me demandes aujourd'hui, tu me dis, écoute Aldo, bon, je te paye pour notre journal, écris-moi un article disant qu'ils ont été sur la Lune. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, mes amis. Là, par exemple, des affirmations lunaires vite réfutées. Le problème, c'est qu'il faut réfuter, c'est bien, mais il ne faut pas réfuter trop vite. C'est-à-dire que, par exemple, là... quand je parlais des échantillons terrestres, lunaires, terrestres, ça franchement je l'ai pas fait exprès, hein, ça c'était voilà, un lapsus. 380 kilos d'échantillons lunaires ramenés par la NASA, n'est-ce pas, depuis la Lune, soi-disant, et c'est pas limitant pour les mecs, hein. Je veux dire, les Chinois partent aujourd'hui avec des sondes et tout ça, ils te ramènent 1700 grammes, ils sont très contents. Là, les Américains, je crois que la mission qui a ramené le plus de pierres, ils ont ramené, je crois, 98 kilos de pierre. Les mecs, je vais dire, ils y allaient, quoi. Ils auraient dû prendre un mini excavateur avec eux. Mais bon. C'est faux, ils disent, non, bien évidemment, trop évidemment, faut jamais dire bien évidemment, parce qu'il y a des choses qui sont évidentes qui ne le sont pas vraiment quand tu creuses. La composition des roches était en partie différente de celle qu'on trouve sur Terre. Alors j'aime bien le était. Ah oui, elle l'était. Quand ils sont soi-disant partis sur la Lune et ils ont ramené des roches lunaires. Alors au départ, les mecs regardaient dedans, ils ont dit oui, t'as vu, on a ce truc qui s'appelle l'armacolite, ce truc qui s'appelle la tranquillite, machin, ils ont pris des noms, je t'ai dit, pas possible. En fait, c'était des pierres qui à l'époque étaient, et voilà, c'est bien que l'article parle au passé, c'est une bonne chose, qui étaient exclusives. Et on a dit, bon, voilà, on a la preuve, hein, finalement, Oni, soit qui mal y pense, qu'ils ont bien été sur la Lune. Le problème, c'est que quand on a commencé à mieux explorer la Terre par la suite, et que la géologie a fait de plus en plus d'émules, n'est-ce pas? Ben on a commencé à découvrir ces pierres sur Terre. Jusqu'au moment où on les a trouvées toutes sur Terre. Donc il n'y a rien. Il n'y a aucune roche qui a été trouvée. Il n'y a aucune roche qui a été trouvée sur la Lune qu'on ne trouve pas sur Terre. Bien entendu, je suis scientifique. Ça ne prouve pas qu'ils n'ont pas été. Bien entendu, ça ne prouve pas. Hein, je peux tout à fait partir, je sais pas moi, je peux partir aux îles Fidji, ne pas prendre de photos, venir vous dire, voilà, j'ai été aux îles Fidji, tout ça, mais j'ai pas de photos, j'ai rien, j'ai pas de preuves. Et j'ai été vraiment, ça peut arriver. Mais dans le cas précis qui nous intéresse, le fait que les pierres qu'ils montrent sont finalement les mêmes que sur Terre, bon, voilà quoi, ils n'ont pas de preuves. Je vous rajoute un détail.
il y a une pierre qui s'appelle Big Bertha. Elle a même sa page Wikipédia. Big Bertha, c'est la plus grosse pierre qui a été ramenée par les missions Apollo. Hein, la plus grosse pierre. Je crois qu'elle pèse une dizaine de kilos. Elle pèse une dizaine de kilos sur Terre et elle pèse une dizaine de kilos sur la Lune aussi. Hein. La masse est une valeur universelle. Hein. Elle ne dépend pas de la gravité. Elle est partout pareil. Scientifique. Ça. Donc, cette pierre, ils l'ont ramenée. Elle a reçu un nom, un numéro de série et tout ça. Elle a été analysée il y a quelques années par une université australienne. Vous savez quoi? Elle est d'origine terrestre. C'est une pierre terrestre. Comme par hasard. Voilà. Comme par hasard. C'est une pierre d'origine terrestre. Je vous assure que ce livre, le premier chapitre de ce livre, était écrit avant même que l'université australienne n'analyse cette pierre. Ça fait des années que j'écris ce livre. Mais, in fine, il est venu confirmer quelque chose. En fait, je peux même vous dire que dans le futur, je peux même vous dire que dans les années qui viennent, chaque fois que on fera de nouvelles analyses sur Apollo, chaque fois qu'on découvrira de nouveaux détails sur Apollo, ça sera forcément des détails qui nous ramènent sur Terre. Depuis 1969, c'est comme ça tout le temps. Donc, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis devenu, oui, un truc du genre, à l'inverse, entre autres preuves nombreuses du passage de l'homme sur la Lune, la Société d'astronomie rappelle notamment les instruments scientifiques déposés par les missions Apollo qui ont fonctionné, envoyé des informations scientifiques analysées par les chercheurs du monde entier, tels que les réflecteurs, sismomètres lunaires, des sortes de miroirs dirigés sur la Terre, et blablabla. Bla. Mes amis, ok. Vous voulez que j'accepte cet argument? Vous voulez que je l'accepte? Ok. J'accepte cet argument. Maintenant, de la même manière, je peux vous dire, les Américains, voilà, maintenant je deviens très pro-NASA maintenant. Voilà, je suis radicalisé pro-NASA. La NASA a envoyé des hommes sur Mars. Elle a même envoyé des hommes sur une des lunes de Saturne. Voilà. Elle a envoyé des hommes là-bas. Ils ont marché. Hein. Pourquoi? Parce que il y a des instruments de mesure. Il y a un laboratoire sur Titan. Hein. L'une des lunes, n'est-ce pas, de la planète Saturne, ouais, Saturne. Il y a un laboratoire. Voilà. Donc, ils ont envoyé quelqu'un le poser en présentiel. Hein. Il est parti, hein, il est descendu de sa soucoupe volante ou de son module. Hein. Il a marché avec, il a placé là, et puis il est parti, puis il est revenu sur Terre. Mais ils n'ont pas voulu dire. Voilà, ils n'ont pas. C'était secret comme mission. Tu vois ce que je veux dire? Si j'accepte cet argument, tu peux pas me réfuter ce que je viens de dire maintenant. C'est ça le problème, c'est que c'est l'inflation du mensonge. Et c'est ça dans laquelle est coincée la NASA et dans laquelle est coincé l'Occident en réalité. Parce que quand tu mens une fois, tu balances un mensonge. Et tu vas le prouver par des arguments fallacieux comme celui-là. Par la suite, tu ouvres la voie à d'autres mensonges. Parce qu'on peut construire dessus par la suite. Hein, n'est-ce pas? Bien entendu, mes amis, les soviétiques, à l'époque, avaient envoyé, vous savez, les rovers, Lunarod et tout ça. Hein, Luna, les missions Luna, ils ont envoyé plein d'objets sur la Lune. À l'époque, dans les années 60. Et le livre ne le réfute pas. Et la NASA a dû en envoyer plein aussi, bien sûr. Mais envoyer des réflecteurs, la présence d'un objet physique aujourd'hui, hein, d'un objet en métal ou d'un miroir ou d'un instrument quelconque, quelque part dans l'espace, ne veut pas dire qu'un humain est-il placé. Des satellites, hein, les satellites de télécommunication par exemple, il n'y a pas des ouvriers qui montent les placer comme ça, ils les placent, ils les fixent, ils sortent l'antenne, ils l'orientent comme ça, puis il revient. Non, c'est envoyé par des systèmes complètement automatisés. Ben, c'est pareil, s'il y a un objet appartenant à la NASA sur la Lune, bon voilà. D'ailleurs, au passage, dans le livre, je vous raconte une histoire. Il y a une des missions de la NASA qui a prétendu avoir posé une caméra sur la Lune. Placé une caméra. Et puis, une autre mission qui a prétendu la ramener. Et après, il y a des scientifiques, parce qu'il faut croire, il y a une chose, c'est pas tout le monde qui est dans le secret du mensonge. Il y a plein de scientifiques ou d'employés de la NASA qui pensent que tout ça est vrai. Je veux dire, on va pas les raconter à chacun, hein, parce que, d'ailleurs, j'explique ça très très longuement dans le livre. Il y a des techniques pour garder le secret. Et une des techniques, c'est de ne pas mettre tout le monde dans le mensonge. Hein. C'est comme Dieselgate. On va pas aller chez le cuisinier qui sert la soupe chez Volkswagen, on va pas aller chez celui qui place les roues dans le véhicule, celui qui place les phares, et on va taper sur le dos. Hé, Marcel, arrête un moment. Tu sais, on va placer des systèmes pour fausser les émissions sur la voiture. Ne dis rien à personne. Non, ça marche pas comme ça. Ça part à partir de ce qu'on appelle le need to know, le besoin de savoir. La majorité des gens n'ont pas besoin de savoir. Ok, hein? Enron, la faillite d'Enron.
Enron truquait ses chiffres et truquait sa comptabilité depuis des années. Mais l'employé lambda d'Enron, à quel moment il a su qu'il y avait un problème? Ah ben le jour où il a vu les fédéraux débarquer et où il a vu les camions de direct de CNBC et de CNN et autres, il les a vus en bas dans le parking en train d'émettre depuis devant leur HQ, hein, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça marche. L'employé, toi, tu ne sais pas. Toi, tu es là. Après, il y a des fraudes, il y a des salades. Moi, je sais pas, quoi. Moi, je suis là, je fais mon taf. J'entre à la maison, on me dit pas tout. C'est comme ça que ça marche en général. Donc, je disais qu'il y a des scientifiques, ils ont analysé la caméra qui a été ramenée depuis la Lune. N'est-ce pas? Et ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé dessus des bactéries terrestres. Alors, ils étaient un petit peu étonnés. Comment ça se fait que... Parce qu'avec tous les rayonnements et tout ça, hein, que les gens de la NASA ont réussi, je sais pas comment, ils ont réussi à vivre à travers tout ça, parce que l'espace n'est pas vide, l'espace est un milieu très hostile, un milieu où tu as des rayonnements cosmiques, tu as des particules à forte énergie, tout ça. Je peux vous dire, la Terre, on a de la chance d'être en vie sur Terre. Ce qui nous sauve, il y a deux choses qui nous sauvent, enfin trois. On est sauvé par le magnétisme terrestre, par le champ magnétique terrestre. Il n'est pas là pour la boussole et tout ça. Il est là pour que les particules chargées, plus ou moins, soient influencées par ce champ magnétique et restent à l'écart de la Terre, s'éloignent, en se concentrant autour, mais il n'y a pas là, depuis où je suis en train d'émettre. Bon, de temps en temps, il y en a un qui arrive, mais en général, le champ magnétique les bloque. Il y a l'atmosphère qui bloque pas mal de particules, et en particulier, pardon pour la répétition, celles qui ne sont pas chargées. Parce que les champs magnétiques, comme vous savez, les champs magnétiques agissent que sur les particules chargées. Une particule neutre traverse un champ magnétique sans problème. Donc, on a encore l'atmosphère qui freine encore un peu ça. Et trois, je pense qu'on vit aussi avec la bénédiction divine. Il ne faut jamais l'oublier, celle-là. Si la Terre n'avait pas, par exemple, de champ magnétique, ça aurait été un caillou. Il n'y aurait pas de vie sur Terre. Ça aurait été un peu comme la Lune, comme les autres astres. Donc le champ magnétique est très important. La Lune a un champ magnétique très très faible qui ne la protège pas. Et donc, elle est soumise à ces bombardements. Et donc, une caméra qui est placée là-bas, normalement, je vais dire, il n'y a pas de micro-organismes dessus qui vont vivre. Quand elle est revenue, on en a trouvé dessus. Alors, voilà, il y aura toujours des explications. Vous savez, toujours des explications. Oui, on a dû la toucher, on a dû faire... Mais on se comprend. La caméra, bon, elle était sur Terre. C'est beaucoup plus simple. Hein, c'est beaucoup plus simple. Ils sortent tout le temps des histoires abracadabrantes pour expliquer des choses. Mais chaque détail qui sort, quand on l'analyse, il nous ramène sur Terre. Maintenant, la vérité, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je vous ai dit en début de vidéo, moi, je suis là pour défendre la vérité, pour essayer de ramener un discours de vérité un petit peu dans un Occident qui s'en est trop éloigné. Regardez, aujourd'hui, honnêtement, entre nous, je le dis sans démonstration, celui-là, en Europe, notre qualité de vie est en train de foutre le camp. On est en train de nous dégrader sur tous les plans. La majorité des gens de ce pays sont démoralisés. Beaucoup de gens n'ont pas de travail. Beaucoup de gens n'auront pas de travail demain. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se chauffer. Que se passe-t-il? Vous appelez ça des pays du premier monde? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est en train de foutre le camp. Parce que trop de mensonges nous a déconnectés de la réalité. Alors moi, j'ai décidé, comme je l'ai fait la décennie passée avec la religion et le radicalisme islamiste, aujourd'hui, je le fais avec les mensonges qui ont été adoptés par l'Occident et qui sont en train de devenir littéralement des cultes. Il n'y a pas de grosse différence entre quelqu'un qui a un culte de nature religieuse ou sectaire ou autre, et quelqu'un qui a des certitudes, ou qui partage des certitudes de manière obtuse, de manière dogmatique, et qui se réclame de la science. La science n'est pas le terrain de la certitude. Au contraire, la science n'existe pas en tant que... Il n'y a pas un puits de savoir qui s'appelle la science. C'est une méthode. La science, c'est une méthode de travail. Et cette méthode de travail a en son cœur quoi? Le scepticisme. Le scepticisme fait partie de la méthode scientifique. Quand vous regardez des fois, vous ouvrez une revue médicale ou autre et c'est écrit article revu par des pairs. Pourquoi il est revu par des pairs? C'est la méthode scientifique. Il y en a un qui dit quelque chose, qui affirme quelque chose, et les autres en face,
ils vont revoir ce qu'il a dit. Ils vont le revoir avec scepticisme, pas avec crédulité. Ils vont refaire ses calculs, refaire ses expériences, tout réanalyser pour voir si il dit vrai ou pas. Ce ne sont pas des complotistes. Ce sont des gens qui utilisent la méthode scientifique. L'utilisation de la méthode scientifique ne fait pas de toi un complotiste. Et dans ce livre, j'utilise la méthode scientifique avec du scepticisme et je pose mes arguments, je pose les éléments qui montrent que ces missions-là, selon toute vraisemblance, dans la balance des probabilités, bien sûr, j'analyse les éléments pour, j'analyse les éléments contre, et à la fin, il faut sortir avec un verdict. Et le verdict, c'est que dans la balance des probabilités, et de manière extrêmement prépondérante, on n'a pas une balance qui est à 51-49, on a une balance qui penche de manière très très nette vers le fait que ces missions-là ne sont qu'un canular de la guerre froide. Et vous remarquez que si vous partez du principe, je vous demande juste, même si vous n'y croyez pas, croyez-y ne serait-ce que 1 heure pour voir comment après, qu'est-ce que vous pouvez en conclure. Vous remarquez que si vous partez du principe que ces missions sont fausses, après tout le reste des problèmes de la NASA, et les personnes bloquées, et l'explosion de Challenger en 86, l'explosion de Columbia en 2003 et toutes ces histoires, tout ça, ça s'explique, ça devient plus logique, ça devient plus rationnel. Tout ça va s'articuler beaucoup plus nettement, beaucoup plus clairement. Vous voyez? Maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre livre que le Parisien va apprécier, que je vais vous envoyer même au Parisien, on n'a pas besoin de l'acheter. Dès qu'il sort, je vous l'envoie. C'est celui-ci, qui s'appelle Escrologie. C'est aussi des mensonges que je suis en train de casser, parce que le mensonge, aujourd'hui, devient étouffant. Il est en train d'étouffer, il est en train de gangréner la civilisation occidentale. Et quand ce livre est devenu best-seller, c'est pas devenu best-seller parce que Amazon l'a poussé pour devenir best-seller. Au contraire, il a été interdit même pendant pas mal de temps. Il est best-seller parce que les gens en ont ras-le-bol. Ils veulent accéder à un discours différent. Beaucoup l'achètent et ne donnent pas raison. D'autres l'achètent et me donnent raison. Mais l'important, c'est qu'on puisse aujourd'hui, dans un Occident qui est basé sur la certitude, toujours dans le faux, toujours dans l'erreur, rarement dans le doute. On est constamment dans la certitude. C'est devenu le marqueur de la civilisation. Le livre Escrologie, il sort le 5 novembre. Ça, c'est le premier et le seul exemplaire en existence. Et je vous donne un élément qui vous montre à quel point l'égarement idéologique de l'Occident est en train de causer des désastres. Savez-vous que, là, et j'en parle ici, je vous donne même un screenshot de communication de leur part. Savez-vous que la compagnie Volkswagen, la compagnie créée à Berlin en 1937, allemande à la base, aujourd'hui c'est un grand groupe, il contient d'autres marques comme Skoda, comme Porsche et tout ça. Vous savez que c'est une marque qui est en grande difficulté, vraiment très grande difficulté financière, va virer du monde, va fermer des usines, les usines qui ne sont pas fermées tournent à capacité partielle. Savez-vous que, par idéologie, ce qui est en train de se passer? Et ça, vous pouvez essayer de débunker le Parisien. Vous pouvez débunker le Parisien. Regardez. Volkswagen est en train de payer l'État chinois pour le droit de vendre des voitures en Europe. Alors, je reprends. Le régulateur européen, pour des raisons idéologiques, est en train de forcer le groupe européen Volkswagen à payer des taxes à l'État chinois pour qu'il ait le droit, pour que Volkswagen ait le droit de vendre des voitures en Europe. Si Volkswagen voulait vendre des voitures en Chine, je veux bien que l'État chinois lui demande une taxe ou autre. Bon, c'est de bonne guerre, c'est normal, tu veux venir sur notre marché. Non. L'Union européenne force l'un de ses constructeurs, l'un des fleurons de l'industrie européenne, à payer un État étranger, à se faire racketter par un État étranger pour qu'il ait le droit de vendre des véhicules en Europe. Fiat paye Tesla pour avoir le droit, pas pour que Tesla ait le droit, pour que Fiat ait le droit de vendre des véhicules en Europe. Vous voyez jusqu'où elle peut vous emmener, l'idéologie? Vous détruisez tout. Tout. Vous allez finir comme la Somalie, comme le Sud-Soudan, en termes de niveau de vie. Parce que l'Europe, je vous le dis tout de suite, si vous revenez dans les siècles passés,
C'était la misère, la peste, les guerres. C'est seulement la révolution industrielle qui a permis à l'Europe de se construire telle qu'elle est aujourd'hui ou telle que l'ont vu nos parents, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'en voir les restes. Si on détruit par idéologie les acquis de la révolution industrielle, on revient en pré-industriel. Pré-industriel, c'était quoi? Tu avais des nobliaux qui vivaient, qui au visage poudré, qui faisaient la fête sans arrêt dans des châteaux, qui se déplaçaient en calèche, qui représentaient même pas le 1%. Et tu avais 99% des gens qui vivaient avec des carences, qui mouraient à 37 ans, qui faisaient la guerre quand ces nobles se prenaient la tête entre des cousins, qui se faisaient exproprier leurs biens, qui se faisaient exproprier le fruit de leur travail. C'était ça, l'Europe. Je veux dire, c'était le cauchemar. Donc, ce livre Escrologie, le sous-titre c'est Comment l'écologie politique est en train de mener l'Europe vers sa destruction finale. Disponible sur Amazon le 5 novembre, dans quelques jours. Et je ferai d'autres vidéos pour en parler avec un peu plus de détails, mais je vous recommande de le lire. Faites-en un best-seller également. Et il y a énormément de choses, quand vous allez les lire, vous allez dire j'apprécie Aldostérone, mais là ce qu'il me raconte, c'est pas possible, je ne peux pas le croire. Sauf que très subtilement, je vous donne les sources. Alors j'en fais pas comme si c'était une thèse où je vous balance 50 pages à la fin de liens ou autre. Mais donc chaque fois que je dis quelque chose, je donne des noms, des lieux, des dates, de sorte qu'il vous suffira de rentrer ces informations dans votre moteur de recherche et vous allez avoir les sources. Voilà. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Et on se voit dans la prochaine. À très bientôt.